Oui, la qualité de vie au travail dans les petites entreprises, c'est un souci permanent. Par le biais de la qualité de vie, on développe deux éléments primordiaux pour une entreprise, c'est la productivité et l'attractivité. Dans nos petites entreprises, on a souvent un souci de recrutement et donc l'attractivité par le biais de la qualité de vie au travail est un élément prépondérant maintenant pour tout manager qui veut arriver à maintenir et développer son entreprise. La qualité de vie, c'est quelque chose qui évolue en permanence. On avait une discussion tout à l'heure sur des éléments qui, en quelques dizaines d'années, sont passés par exemple, la pénibilité, le poids des sacs ont passé de 100 à 25 kilos aujourd'hui. Donc, dans la manipulation et dans le travail, soit par ces évolutions, soit par aussi l'évolution des matériels et des techniques d'organisation, on a en permanence ce souci et on évolue en permanence. Fabrice Brett pour la CFTC, pardon. Même regard ou finalement les choses sont un peu plus compliquées? Même regard par rapport aux petites entreprises dont Paul-Henri parlait tout de suite. Là. Moi, je voudrais plus parler des entreprises de taille moyenne, de grandes entreprises. Au niveau de la qualité de vie au travail, il ne faut pas la voir comme ça, c'est plutôt alarmant, c'est plutôt préoccupant. Dans les grandes entreprises, c'est vrai que c'est plus la productivité. Les salariés passent après. Je parle bien des grandes entreprises, je ne parle pas des petites entreprises aux moyennes entreprises. Avec la mondialisation, la concurrence acharnée des pays à bas coût, la qualité de vie du travail, elle n'existe pas. On voit notamment, quand on met des cellules en place de risque sur le stress, les risques psychosociaux, c'est un signe alarmant. Pour moi, bon, c'est vrai, il y a plusieurs qualités de vie au travail. Je crois que dans les petites entreprises, elle existe peut-être à un niveau important. Après, il y a toujours peut-être à la marge quelques entreprises qui ne jouent pas le jeu. Mais dans les petites entreprises, je pense qu'elles jouent le jeu quand même. Christine Joliet, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une thématique qui préoccupe vraiment les adhérents de la CGPME? Oui, tout à fait. Surtout qu'on est sur une nouvelle réforme concernant le dialogue social au sein des TPE et PME, où la nouvelle loi va certainement nous imposer la représentativité des syndicats au sein des TPE et PME, et la CGPME est, on va dire, férocement contre, parce qu'on a un dialogue qui est très différent par rapport à des grandes entreprises. C'est-à-dire que nous, nos salariés, on les connaît tous, on les côtoie tous les jours. Quand il y a un souci, ils savent venir nous voir, et on n'a pas besoin d'un intervenant extérieur pour discuter du problème qu'on peut rencontrer. Même Daniel Jean, ou surtout Daniel Jean. je voyais sourire. Mais je n'irai pas plus loin que ce matin. Voyez-vous, moi ce matin, je suis arrivée dans mon entreprise. J'ai une salariée, quand je suis arrivée, qui était dans un état qui était très triste, on va dire. Bon, bah, j'ai pris une demi-heure avec elle pour discuter. Demain, s'il y a un intervenant extérieur, je ne pense pas que c'est lui qui viendra discuter. Et demain, s'il faut obligatoirement passer par un intervenant extérieur, je pense que le rôle du chef d'entreprise va fortement changer et on aura un discours très différent. Daniel Jean, vous avez le sentiment... Moi, je parle pour les PME et TPE. Daniel Jean, vous avez le sentiment finalement que cette crainte est justifiée, ou est-ce que finalement c'est peut-être parce que le chef d'entreprise ne mesure pas tout ce que vous pouvez aussi leur apporter? Alors, bonjour, effectivement, je peux comprendre que les entreprises ne soient pas favorables à voir arriver des intervenants extérieurs. La culture n'est pas la même dans une petite entreprise que dans une grande entreprise. Moi, personnellement, je pense quand même qu'à un moment donné, pour avoir quand même été secrétaire du DE pendant 10 ans, et donc avoir pratiqué en Haute-Marne un certain nombre de conflits sociaux dans des petites entreprises, je crois quand même que le monde des petites entreprises n'est pas aussi le monde bisounours que vous nous expliquez, madame. Je connais beaucoup de petites entreprises où le chef d'entreprise ne prend pas obligatoirement le temps de se préoccuper de son salarié le matin quand il arrive, s'il est en train de déprimer. Alors il ne faut pas voir dans le délégué syndical obligatoirement celui qui va venir vous
vous casser, entre guillemets, hein, si vous me permettez l'expression. On est aussi capable de dialoguer. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours basé mon action syndicale sur ce principe du dialogue, de la fermeté, bien sûr, parce que chacun, on en parlait tout à l'heure, chacun a sa place, mais c'est peut-être la meilleure façon pour arriver d'ailleurs à des choses sérieuses au bout. Mais sincèrement, je peux comprendre hein, votre inquiétude de voir arriver des gens de l'extérieur, mais je suis désolé, l'expérience que j'ai pu avoir pendant quelques années ne me montre pas quand même des choses aussi faciles que vous les exprimez là, et je peux m'interroger sur cette crainte que vous avez justement, parce que à un moment donné, je crois que si nous avons des efforts à faire, peut-être en termes de compréhension de fonctionnement de vos petites entreprises, vous avez vous aussi un pas à faire vers la capacité des syndicalistes à venir discuter, dialoguer et négocier. C'est pas obligatoirement des mauvais garçons ou filles ou femmes qui vont venir spécialement vous foutre le bazar dans l'entreprise, je veux dire. Voilà, donc je peux comprendre, mais je pense qu'il y a du travail à faire, c'est sûr, dans ce domaine-là. On dirait juste au niveau de l'étude tout à l'heure de l'ARACT, hein, où 68% des interrogés disaient quand même qu'il y avait dialogue au sein des entreprises. Après, ce qui aurait été bien, c'était de distinguer les TPE-PME avec les grands groupes. Je pense. Jérôme Dupont, qualité du lieu de travail, ça reste un vœu pieux. Alors bonjour à toutes et à tous. Pour la CFDT, déjà, la qualité de travail, c'est un sujet majeur pour notre organisation. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis des années. L'accord qui a été signé le 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle notamment, est aussi un résultat d'une action, on va dire, assez longue, puisque au sein de la CFDT, pour construire nos revendications, on avait mis en place un baromètre qui était en fait une enquête sur la qualité de vie au travail à destination de tous nos adhérents, qu'ils soient du secteur privé, public, des petites, des grandes entreprises, de l'économie sociale aussi. 13 000 adhérents ont répondu à ce questionnaire, ce qui nous a forgé également nos revendications pour pouvoir après construire nos cahiers revendicatifs. Et globalement, on retrouve les résultats du sondage qui a été fait par l'ANACT, là dans le cadre de la SQVT. Donc c'était un questionnaire qui a été réalisé en 2011. On voit qu'en 2015, ça a très peu évolué, hein, parce que globalement, les salariés estimaient à 70% qu'ils avaient les moyens de faire un travail de qualité, assez d'autonomie pour le réaliser, des responsabilités qui les satisfaisaient. Par contre, ils étaient mitigés par rapport à la reconnaissance de leur investissement, à la prise en compte des personnes dans l'entreprise. Donc on revoit sur la question des espaces du dialogue qui ont émergé à ce moment-là. Par contre, ils étaient très critiques quant à leur rémunération, à leur charge de travail et au temps dont ils disposaient pour le réaliser. Donc là, on voyait effectivement le phénomène d'intensification du travail déjà arrivé. Également aussi une évolution du type de salariat, avec des nouvelles, on va dire, apparition de nuisances relatives à cette intensification. On peut parler du burn-out, notamment, des risques psychosociaux, qui est aussi un sujet sur lequel il faut qu'on s'approprie. Mais je pense qu'au-delà de la qualité de travail, ce qui est important, c'est aussi le terme qualité de vie. Parce que trop souvent, on a parlé en France que de la pénibilité, que d'une image négative par rapport au travail. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important aussi de réhabiliter un peu ce travail de manière positive. En France, on a toujours cette difficulté-là à tout négativer. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit, nous, en tant qu'acteurs, avoir un message positif. Je rebondirai juste par rapport à la question précédente qui avait été posée à la représentante de la CGPME. Moi, ce qui me choque par rapport à ce que vous dites, c'est la représentation que vous avez du dialogue social et des acteurs du dialogue social. Je pense qu'il faudra déjà qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'un dialogue social de qualité. Qu'est-ce qu'on attend du dialogue social? Effectivement, si on en attend d'avoir un conflit entre patronat et salariés, c'est sûr que la représentation ne changera jamais. Est-ce que le dialogue social est un facteur de compétitivité des entreprises? Pour la CFDT, la réponse est oui. Une entreprise dans laquelle le climat social est bon, sur lequel les salariés sont reconnus, s'investissent dans le projet de l'entreprise, les stratégies d'entreprise sont débattues ensemble, c'est sûr que c'est du gagnant-gagnant. Et ça, on a des exemples concrets d'entreprises dans lesquelles ça se passe très bien avec du dialogue social de qualité, et l'entreprise se porte très bien, se développe, il y a moins d'absentéisme, il y a moins d'accidents du travail, enfin, il y a des choses concrètes avec des indicateurs concrets qui sont mis en place, c'est très facile de le mesurer. Et je pense qu'il faut qu'on casse cette image qu'on a des syndicats en France.
c'est pas que la grève, c'est pas que du cassé du patron. Enfin, je veux dire, il y a du bon, il y a du mauvais de chaque côté, faut être clair. Mais je pense qu'il faut absolument on évolue là-dessus. Voilà, c'est la position de la CDT, c'est pour ça qu'on s'était engagé dans la négociation qui a échoué au mois de janvier dernier, qui va être reprise dans une loi effectivement. La représentation de tous les salariés à partir du premier salarié dans chaque entreprise, c'est une revendication CDT de longue haleine. Ça ne va pas se mettre en place avec des délégués dans chaque entreprise de 2 ou 3 salariés. Ça va se mettre en place via des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à l'échelle des grandes régions. 10 membres patronaux, 10 membres de syndicats de salariés élus lors d'une élection. Ce n'est pas ces commissions-là qui vont faire quelque chose dans l'entreprise au quotidien. Il faut être clair, ce n'est pas les 20 représentants, sachant plus qu'on est des commissions paritaires. Il y aura aussi des représentants de la CGPME, du MEDEF et de l'UPA. L'idée, c'est de travailler concrètement sur c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut apporter effectivement en termes d'œuvres sociales pour ces salariés-là. Si je prends l'exemple des CPRIA mis en place par l'UPA depuis 2011, on travaille effectivement, on a mis un accord en place en région sur apporter des œuvres sociales à tous les salariés de l'artisanat. Donc, je pense qu'on est une petite entreprise, qu'on a des petits droits. L'idée, c'est d'avoir des droits aussi similaires que les grandes entreprises. Et ensuite, c'est de travailler également sur la médiation, éviter les conflits, parce que, effectivement, vous avez pris le temps d'écouter votre salarié ce matin, mais il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles le dialogue n'est pas possible entre le salarié et le chef d'entreprise, parce qu'il n'a pas le temps, parce que c'est compliqué, et ça se termine au prud'homme. L'idée, c'est de aussi prévenir ces litiges-là, de faire de la médiation, évidemment, paritaire aussi, c'est-à-dire qu'il faudra les 2 représentants de la commission qui viennent rencontrer le salarié et le chef d'entreprise en question. Voilà, je pense que c'est du gagnant-gagnant. Daniel Jean, vous voulez rebondir? Oui, je voudrais compléter mon propos par rapport à ce qui vient d'être dit par rapport à la part de Jérôme au niveau de la CFDT. Ça ne vous a pas échappé, on n'a pas signé cet accord au niveau de Force ouvrière. Pourquoi? Parce qu'on considère que la qualité de vie au travail, c'est quelque chose, c'est une culture dans l'entreprise qui se travaille et qui s'installe au fur et à mesure du temps. À partir du moment où on est dans cette qualité de vie au travail, bien sûr, ça nous préoccupe de tous les temps. Et si on est encore là aujourd'hui pour discuter de la qualité de vie au travail, c'est la preuve que les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc, je pourrais rebondir sur ce qu'a dit Fabrice sur le rendement toujours plus, où la place de l'homme n'est plus du tout préoccupante dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc, la qualité de vie au travail, c'est d'abord un état d'esprit. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est quand il y a du dialogue social dans l'entreprise, madame, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour les salariés. J'avais tendance à expliquer, quand j'étais encore dans ce monde de négociation, que quand on mettait des gens capables de discuter, suffisamment intelligents autour d'une table, on devait toujours être capable d'arriver à un accord. Quand vraiment on échoue, c'est que derrière, il y en a un dans l'équipe qui est pas bon. Donc, je suis convaincu que c'est pas cet accord, cet accord qui est en train de naître aujourd'hui, qui améliorera sensiblement les choses. On pense même, nous, que dans certains domaines, ça va faire régresser les choses dans les entreprises. Les trucs de dialogue, là, ça me rappelle vaguement les boîtes à idées d'il y a 25-30 ans, quoi. Je suis désolé. Quand vous nous dites, madame, que le salarié peut aller discuter avec vous, j'en disconviens pas une seconde, mais il n'est pas à égalité de rapport. Il y a une situation de subordination. On le vit trop souvent, nous, dans les cas concrets, c'est-à-dire qu'une fois sur 2, ça se passe bien, mais une fois sur 2, ça se passe très mal aussi, parce que le salarié n'est pas en capacité, n'a pas les conditions requises pour pouvoir discuter, se défendre. Se défendre, et encore une fois, disons-le, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire argumenter, essayer de démontrer que la situation qui est la sienne mériterait de s'améliorer. Donc, c'est une histoire de culture. Dans les petites entreprises, ça peut bien se passer dans certains endroits, ça tient au chef d'entreprise, ça tient aux salariés qui sont peu nombreux, les contacts sont plus fréquents, mais néanmoins, dans bien des cas, s'il n'y a pas des personnes extérieures un peu rodées, un peu en dehors de la pression de l'entreprise au quotidien, ça me semble devoir rester assez difficile. Voilà. Paul-Henri, juste un petit mot. Il y a eu un sondage qui
paru justement ce matin, disait que 39% des salariés estimaient que depuis le début de la crise, les choses s'étaient plutôt dégradées en termes d'ambiance dans leur entreprise. Est-ce que vous comprenez quand même que quand on est dans une conjoncture effectivement un peu compliquée, avec plusieurs millions de chômeurs, etc., il n'y a pas aussi, pour certains chefs d'entreprise, naturellement, d'autres priorités peut-être que celle-là? Le métier de chef d'entreprise est un métier complexe. Il faut avoir beaucoup de compétences pour faire vivre son entreprise et aussi qu'une certaine harmonie s'établisse au sein de cette entreprise pour qu'elle puisse justement fonctionner et être à la finalité, c'est-à-dire la rentabilité. Il est certain que c'est toujours délicat de voir arriver chez soi des gens d'extérieur. Bon, ça peut faire peur, avec un peu d'expérience et bouteille, comme on dit, entre guillemets. Le dialogue, c'est toujours été la solution pour arriver à régler les problèmes. Une mauvaise médiation vaut mieux qu'un bon procès. Ça a toujours été, ça, depuis la nuit des temps. Donc, ce qui est dommage, je pense, c'est que avec ce qui se passe, c'est qu'on soit obligé de légiférer pour arriver à établir des choses qui se passent très naturellement dans la majorité des entreprises. Je parle des petites surtout. Donc maintenant, le dialogue, il existe, le dialogue, il est permanent dans les petites entreprises, et de là ressort forcément la solution à un problème quand le problème se dévoile. Donc maintenant, il faut que les choses soient bien claires. Pour certains cas, peut-être que cette loi amènera l'obligation du dialogue, mais c'est tellement rare que, bon, c'est un peu comme sur la route, hein. Il y a le délit de très grande vitesse. Maintenant, quand il y en a un qui se passe dans le département, on le voit dans le journal. Donc, les choses existent, certes, mais deviennent tellement, avec les habitudes qui se prennent et l'évolution favorable des choses, les problèmes deviennent tellement à la marge que, bon, ben, par une action naturelle des choses, ça va s'annihiler. Et donc, c'est dommage qu'il faille légiférer et mettre un carcan sur tout un ensemble de la société, alors que les choses devraient normalement se venir toutes seules. Jérôme, un petit rebond, puis je reviens vers vous deux. Un petit rebond, parce que j'ai l'impression que là, on parle d'un accord, d'un projet d'accord, d'une loi. Enfin, le dialogue social, ce sera une loi. Ce qui est regrettable, c'est que les partenaires sociaux, c'est-à-dire nous, les acteurs qui devront faire vivre ce dialogue social, n'aient pas réussi à trouver cet accord pour construire ce dialogue social. Il ne faut pas dire maintenant, aujourd'hui, c'est de la faute aux parlementaires qui vont nous sortir encore une loi du chapeau. C'est nous qui n'avons pas été en capacité de négocier un accord. Et là, je suis surpris d'entendre l'UPA dire on prendra acte de cela. Je rappelle l'accord de 2001 quand même. Si on a mis en place les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat, c'est bien parce qu'il y a une volonté de l'UPA de construire ce dialogue social dans les territoires, dans les régions, pour couvrir l'ensemble des salariés de l'artisanat sur du dialogue social. Et je pense que depuis ce temps-là, on a fait la démonstration ensemble que le dialogue, il est constructif, que ça marche, que ça n'empêche pas les artisans de fonctionner, de se développer. Ils n'ont pas des délégués syndicaux qui viennent dans leur entreprise de l'artisanat en Champagne-Ardenne ou en France. Donc je pense que là-dessus, il faut l'évacuer tout de suite de la tête en disant c'est pas ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain, c'est simplement de permettre à ces salariés-là de travailler aussi ensemble, notamment sur des questions de l'emploi, des questions de la formation, des questions de la complémentaire santé, des questions des œuvres sociales, d'aller sur de la médiation pour faciliter le dialogue là où il y en a besoin. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de faire peur à tout le monde en disant attention, là, les syndicats qui vont venir nous casser nos petites entreprises. C'est pas du tout ça. On est tous conscients que l'emploi, aujourd'hui, le vivier d'emploi dans notre pays, il se situe là, dans ces entreprises-là. Faut être clair, hein. Il y a du potentiel de développement en création d'emplois dans ces entreprises-là. Après, ce qui est certain, et je le rejoins, et notamment en période de tension économique, le chef d'entreprise, sa priorité, c'est la survie de son entreprise. On est d'accord. Simplement, on ne peut pas tout connaître non plus, notamment en termes de dialogue social, de réglementation et autres. C'est pour ça aussi qu'il y a des patrons qui sont condamnés au prud'homme parce qu'ils ne maîtrisent pas, on va dire, les procédures et les règles du Code du travail.
moi je vous fais une proposition, créer des plateformes d'aide de ressources humaines pour les petites entreprises, les petits patrons, pour qu'ils soient en capacité d'avoir une aide concrète sur le respect du Code du travail. Parce que c'est pas de dire à un moment donné, on travaille sur les conséquences, donc c'est la condamnation prud'homme, c'est plutôt de travailler sur la cause de cette condamnation. Parce que franchement, vaut mieux faire du préventif que du curatif. Hein. On est d'accord là-dessus. Fabrice, est-ce que le problème finalement, c'est pas à chaque fois on impose plutôt que d'inciter, ou est-ce que finalement c'est un passage obligé? Non, faire avancer les choses. Bon, je pense pas qu'on impose, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites de la part de Jérôme Dupont et Daniel Jans. Mais c'est vrai, je rejoins Jérôme Dupont de la majorité des choses qui viennent d'être dites. Bon, c'est vrai, il y a peut-être les employeurs qui craignent comment devoir arriver chez eux des syndicalistes, alors que la majorité des syndicalistes ne sont pas là pour embêter le patronat. Hein. Quand vous voyez les procès qui arrivent au prud'homme, la plupart du temps, c'est des entreprises où il n'y a pas justement de représentation syndicale. Donc s'il n'y a pas de représentation syndicale et il n'y a pas eu... on ne peut pas parler de qualité de vie au travail, on les voit tous arriver maintenant pour du harcèlement. Après, on s'aperçoit aussi que certains employeurs n'hésitent pas à licencier leurs personnes parce que bon, l'entreprise va mal et puis on trouve la faute après 10, 15, 20 ans d'ancienneté. Pas de syndicat dans les entreprises, directement au prud'homme, j'allais dire s'ils ont de la chance, autrement c'est directement au tribunal d'instance pour le harcèlement. Alors comme dit Jérôme, je pense que après c'est toujours pareil, il y a des employeurs, je me répète, mais qui jouent le jeu, il y a toujours les employeurs qui ceux-là ne joueront jamais le jeu. Hein. On peut être mal considéré par certains employeurs, alors que la majorité, on est là aussi pour faire avancer les choses. Et puis moi, je tiens à dire, s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y aura plus de syndicalistes non plus. Hein. Christine, vous Joliet, par rapport à un petit peu, vous n'avez pas du tout le même regard? Non, notre confédération n'a pas le même regard. Mais encore. Mais encore, la loi s'appliquera, donc voilà. Là, donc, pour vous, imposer, c'est pas une solution? Pas forcément. Il aurait été plus simple, peut-être, de laisser les entreprises continuer à avancer, alors chacun à son rythme. Bon, après, c'est des accords nationaux aussi, hein, donc après, c'est des discussions sur un plan national, et il n'y avait que la CFDT, l'UPA, les MEDEF qui étaient d'accord pour partir sur ça. Je crois que il n'y a pas eu d'accord. Ouais. Non, mais il n'y a pas eu d'accord, je suis d'accord. Mais au départ, c'était plus ces confédérations-là qui étaient parties sur ça. Ah ben, ça fait partie de l'agenda social. Ça a été aussi une injonction du gouvernement de dire qu'il faut réformer le dialogue social en France. Et notamment, on avait une feuille de route du gouvernement avant qui cadrait cette négociation-là. On avait 3 thèmes à aborder. La représentation de tous les salariés, effectivement, de toutes les entreprises. La deuxième, c'était de rationaliser et de simplifier, j'ai envie de dire, l'organisation de la formation, négociation, consultation, puisqu'aujourd'hui, il y a 17 négociations obligatoires à ouvrir dans une entreprise par an. On va le rationaliser en 3 temps, c'est ce qui était prévu dans la loi. Ça veut dire qu'on va simplifier également un petit peu le parcours de négociation dans l'entreprise. Et le troisième sujet qui était abordé, c'était la valorisation des parcours des militants syndicaux et des élus d'entreprise. Et voilà, on a travaillé là-dessus, on a négocié de septembre à fin janvier. Voilà, moi ce que je regrette, puisque j'y ai vécu, puisque j'y étais en direct dans la négociation pour la CDT, effectivement, d'avoir l'attitude de la CGPME, ça je ne rêve à rien, d'avoir votre représentante qui n'a pas dit un mot du début à la fin de la négociation. Enfin, moi franchement, j'ai envie de dire, et je l'ai déjà dit, mais ayez le courage de quitter la séance de négociation si vous voulez pas signer d'accord dès le démarrage, au lieu de faire obstruction et barrage. Et c'est pour ça que de critiquer par derrière en disant à un moment donné on n'est pas d'accord, machin, mais venez aussi avec un contre-projet. On n'a pas eu la position de la CGPME là-dessus. On n'a eu que la position du MEDEF tout au long de la négociation. C'est dommage. Enfin, moi je pense qu'à un moment donné, bon, l'UPA s'est raccroché au MEDEF à la fin, mais il faut que chacun, on va dire, apporte et contribue sa vision des choses sur le dialogue social. C'est pas tout dire on est contre. Qu'est-ce qu'on propose si on est contre? On n'a pas de plan B, on n'a pas de sujet alternatif. Voilà, c'est dommage. Mais je pense qu'on a tous des progrès à faire de notre côté. Et il faut que, si on ne partage pas cette vision du dialogue social, eh ben on s'en fera à chaque fois aux parlementaires, à ceux qui font la loi, ça ne nous conviendra pas, et puis on n'avancera pas. Quelque chose à ajouter? On n'a rien à rajouter. Bon. Et vous, alors,
comment finalement les choses peuvent avancer? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les choses sont un petit peu figées, finalement ça ne va pas aussi vite qu'on a peut-être pu l'espérer il y a quelques années? C'est pas nouveau le débat sur la qualité du travail, on a parlé, c'est la 12e semaine, 12e campagne, pardon, donc ça fait quand même quelques années que le processus est lancé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous c'est une préoccupation permanente, depuis que le syndicalisme existe, depuis que le monde du travail existe, la préoccupation de la qualité de vie au travail existe. Donc pour nous, on ne voit pas l'intérêt d'un accord spécifique qui, par magie, viendrait régler les problèmes. Pour nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vraiment on veut faire avancer le dialogue social dans les entreprises, favorisons les représentations du personnel. Quand on voit dans cet accord que demain, ou dans la loi de demain, on va cumuler un certain nombre de représentations CHSCT, comité d'entreprise et autres, derrière, on s'aperçoit qu'en fait, on est plutôt dans la régression que dans le progrès. Voilà. Je pense qu'il faut donner des moyens au dialogue social, et c'est quand on se mettra autour d'une table qu'on arrivera. C'est pas à coup de texte, comme on est en train Jérôme Dupont l'a dit d'ailleurs, hein, il aurait fallu arriver à un accord au niveau des représentants des organisations syndicales, mais on n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'il nous semble que cette chose-là ne fera pas avancer les choses, voilà, tout simplement. Je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, la qualité du travail, c'est d'abord une vraie culture de dialogue dans l'entreprise. C'est pas de faire des boîtes à idées, des lieux d'échange. Là encore, on a trop l'expérience du résultat de ce genre de démarche, où on donne l'impression aux salariés de pouvoir s'exprimer. Entre l'expression, d'abord, il faut pouvoir le faire. Il faut aussi imaginer les rétorsions qui peuvent arriver derrière. Encore une fois, c'est pas le monde enchanté où tout le monde serait beau, tout le monde serait gentil, non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, je crains que la CGPME soit d'ailleurs très honnête dans sa démarche. Si elle veut pas voir arriver les syndicaux dans l'entreprise, c'est qu'elle se dit que ça va peut-être lui compliquer un peu la vie. Je le dis en rigolant, quoi, mais voilà, tout simplement parce que effectivement, encore une fois... Non, mais bon, comme je disais quand même tout à l'heure, c'est que c'est dommage au niveau des résultats qu'on n'ait pas de distinction, justement, TPE, PME et les grands groupes, parce qu'on a quand même plus de discussions quand même dans une petite entreprise avec nos salariés en direct, il ne faut pas croire toujours qu'il n'y a pas de discussion dans les petites entreprises, Madame, même chez les artisans. Je me permets de reprendre, puisque vous m'avez coupé, donc je me permets de le faire aussi, c'est pas bien grave, mais je suis désolé, dialogue ne veut pas dire résolution des problèmes. Dialogue ne veut pas dire... C'est pas parce que vous avez... on pourrait aussi parler de paternalisme, si vous voulez, on va pas le faire aujourd'hui, mais tout ça, on est en train de faire des confusions. Je suis pas sûr que tous vos salariés dans votre entreprise soient obligatoirement heureux le matin et le soir en sortant du boulot, parce qu'il semblerait que vous ayez une demi-heure à leur consacrer, ou tout du moins à certains, quand c'est nécessaire. Il y a peut-être des salariés d'ailleurs qui n'oseront jamais aller vous voir, madame, et qui n'oseront jamais vous exposer les problèmes, alors qu'ils seraient peut-être prêts à le faire à un représentant du personnel, à un de leurs collègues, qui lui serait un peu mieux armé, ne serait-ce que parce que c'est pas son problème personnel, donc il sera peut-être plus facile pour lui d'en parler. Si on a mis des représentants du personnel et qu'on leur a mis des droits, c'est pas pour rien non plus, c'est que pour qu'à un moment donné, ils puissent quand même s'exprimer, parce qu'on sait bien que c'est quand même pas aussi facile que ça. Donc, s'imaginer que dans des petites, moyennes entreprises, le dialogue social peut s'établir en direct entre le salarié et l'employeur, pour nous, c'est clair, c'est un leurre, tout simplement, c'est un écran de fumée qui laisse imaginer que tout serait bien, tout serait beau. C'est pas la réalité des choses, enfin en tout cas, c'est pas l'expérience que j'en ai vécue tout au long que j'ai pu travailler dans l'union départementale, où j'avais quand même régulièrement en face de moi des salariés qui venaient me voir. J'étais secrétaire de l'UD de Haute-Marne, madame. La plupart des syndicalistes, des salariés qui venaient me voir, c'était des petites ou des moyennes entreprises. Et je rebondis sur ce que disait tout de suite le représentant de l'UPA. Bien sûr qu'il y a un certain nombre d'entreprises où ça fonctionne bien. Bien sûr où il y a des entreprises où il dialogue. Mais faisons attention, on est à la limite du paternalisme, c'est-à-dire on règle les problèmes. Bah oui, on est dans l'entreprise, le salarié, on le voit tous les jours, c'est presque comme si c'était son gamin, son fils ou son gendre ou son beau-frère.
C'est pas ça la relation employeur-salarié. Moi, je suis désolé. Un salarié, avant de son travail, il est là pour être considéré. Il a un problème, il mérite d'être écouté. La relation que vous imaginez là, c'est celle qui serait qu'à un moment donné, vous êtes là pour faire l'assistante sociale de la boîte. Non, c'est pas ça la relation. Je pense que c'est plus compliqué que ça, madame. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est dommage de penser que des gens de l'extérieur, des syndicalistes, comme ça a été dit autour, là, on n'est pas là pour spécialement foutre le bazar, on est là pour peut-être discuter un peu plus facilement avec un employeur en face qui dit peut-être lui est plus rodé, a un avantage, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une relation de subordination. C'est pas, on n'est pas à égalité quand on discute entre un salarié et un employeur, c'est clair. Donc ne nous imaginons pas que des salariés, dans une situation où le matin il n'y aurait plus de représentation syndicale, plus de représentants du personnel, tout se passerait bien, ça serait trop facile. La démonstration depuis tout le temps démontre que ça ne se passe pas comme ça. Alors, n'ayez pas peur, faites la tentative un jour d'aller dans du paritarisme, vous verrez, quand on se retrouve ensemble pour travailler, on arrive à travailler correctement. Est-ce que finalement il y a quand même autant de réalité que de situation, parce qu'il n'y a pas qu'un modèle où tout le monde est gentil d'un côté, voilà, bon, je pense concrètement. Est-ce que finalement la crainte des chefs d'entreprise par rapport justement à cette évolution, c'est pas de se dire on va avoir une contrainte supplémentaire et on va perdre beaucoup de temps dans cette histoire? Est-ce que c'est pas un petit peu le sentiment de certains? Alors, comme je disais tout à l'heure, un chef d'entreprise, il a l'habitude, il vit avec beaucoup de contraintes. Il ne vit pas qu'avec ça, mais il vit avec beaucoup de contraintes. Des contraintes qui évoluent, qui changent, qui sont différentes suivant les situations. Bon, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Hein, il y a des, comme disait Daniel Georges tout de suite, il y a des situations qui se règlent très facilement dans des entreprises avec des gens de bonne volonté et loyaux. Hein, certainement, quelquefois, la présence de quelqu'un à l'extérieur peut apporter un éclaircissement entre les parties, hein, mais c'est quand même, avec un peu de vécu, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement à la marge. Alors, comme je disais tout à l'heure, pourquoi avoir légiféré alors que c'est quelque chose qui existe? N'importe qui peut déjà consulter la liste des représentants syndicaux disponibles en cas de litige. Hein, toute procédure prud'homale est d'abord et avant tout doit passer en conciliation. Donc, il y a toujours un moyen d'arranger les choses avant d'aller au-delà. Et bon, maintenant, ça fait partie du quotidien. Je crois que juste rectifier quelque chose, parce que les listes que vous nous parlez, c'est les conseils du salarié, et ça intervient qu'au moment du licenciement de la personne et de l'entretien préalable. Donc c'est trop tard. Et nous, ce qu'on dit, c'est la médiation, c'est d'agir avant. Donc il n'y a pas de représentants dans les petites entreprises, et là vous parlez des conseils du salarié, c'est pas du tout le même objet. Moi, je vais revenir notamment sur la question de l'accord national du 19 juin 2013. C'est celui-là qui est important, puisque c'est un accord expérimental pour 3 ans, donc qui se terminera en 2016, et qui notamment a la particularité de traiter de l'obligation de parler du travail, de l'organisation du travail, notamment dans l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est de replacer le travail au cœur des préoccupations, aussi bien des chefs d'entreprise que des représentants du salarié, que des salariés eux-mêmes. Et là, on rentre effectivement dans le cadre de la SQVT pour en parler à nouveau, et je pense que c'est cet accord-là sur lequel il faut qu'on mette les bouchées doubles de telle manière à ce que ça devienne un vrai sujet, et notamment la généralisation des espaces de dialogue, parce que là, la RACT elle a un rôle essentiel à jouer à mon avis, parce que comme ça a été dit tout à l'heure dans le sondage, ça serait bien vu, et c'est bien vu par la part des salariés, que des personnes extérieures à l'entreprise, et notamment je pense à la RACT en l'occurrence, puissent intervenir dans ces espaces de dialogue pour aider à conduire ces entretiens, à structurer un petit peu les échanges. Voilà, moi je pense qu'en termes d'avenir, c'est ça qu'il faut faire, parce que plus les salariés seront écoutés, intéressés, effectivement ça a été dit aussi, les salariés eux-mêmes qui sont sur leur poste de travail,
c'est bien souvent eux qui ont les meilleures propositions à formuler, qui savent très bien dire tout de suite dans le cadre d'un changement, en disant ça ne marchera pas, parce que je peux vous dire que moi, par l'expérience que j'ai, c'est impossible que ça fonctionne. Et si on mettait un peu plus, effectivement, de temps à co-construire, à écouter, à partager les changements, à faire de la conduite du changement véritable, en associant plus les salariés, je pense qu'il y aurait moins de relations conflictuelles, il y aurait moins de mal-être au travail. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement pousser et associer. Et voilà, moi c'est un petit comme ça que je vois un peu l'évolution là très rapidement dans l'année et demie qui nous vient pour l'accord national, parce qu'aujourd'hui on est aussi entré dans une dynamique où nous, partenaires sociaux, quand on signe des accords, on va jusqu'à l'évaluation de nos accords. C'était le cas à ce moment, on est en train d'évaluer les différents accords nationaux interprofessionnels qui ont été signés ces 2-3 dernières années. On est en train de regarder ce que ça produit. C'est positif, c'est négatif, ça ne produit rien, c'est contre-productif. Il faut avoir aussi le courage de dire qu'on est dans un monde qui bouge, qui évolue. La réalité d'il y a 10 ans que Daniel décrivait en tant que secrétaire UD n'est plus la même aujourd'hui. Le monde du travail bouge très très vite. Les individus évoluent également, tout ce qui est autour de nous évolue. On va le voir aussi avec les grandes évolutions qui arrivent dès janvier 2016 sur la réforme territoriale. Ça va tout bousculer. La RAC sera aussi percutée par ces changements-là. Effectivement, il peut y avoir aussi des salariés qui se retrouvent un petit peu perdus avec ces évolutions-là parce qu'ils vont dire qu'est-ce que je deviens moi dans cette future grande région. Et ça va être le cas notamment des agents des conseils régionaux, notamment aujourd'hui ils se posent des questions. C'est aussi le cas des fonctionnaires de la fonction publique d'État dans les services de l'État déconcentré au niveau des préfectures, de la directe par exemple. Mon poste de travail, qu'est-ce qui devient? Donc voilà, un petit peu, les inquiétudes qu'il y a à avoir. Et là aussi, il faut de l'accompagnement au changement. Il faut rassurer les personnels pour dire demain comment ça va se construire, comment ça va s'organiser. Alors, oui, en 2 mots, et puis après on va parler justement de la place de la RAC, et puis Frédéric, tu auras peut-être quelque chose en 2 mots dans ce débat du dialogue social. Aujourd'hui, il y a des entreprises où la qualité de vie au travail est une préoccupation de chaque jour. Donc ça démontre bien qu'en fait, s'il y a une volonté de l'entreprise de mettre au centre des débats cette qualité de vie au travail, elle est possible, elle est réalisable. Il n'y a pas besoin d'un accord qui demain matin, et qui pour nous est même inquiétant, parce que quand je relis encore une fois, quand on rassemble les responsables du CHSCT avec le comité d'entreprise, c'est 2 spécialités, c'est 2 activités bien différentes. Donc les entreprises d'aujourd'hui nous démontrent dans certains cas que ça peut fonctionner, qu'il n'y a pas besoin d'accord derrière qui ferait que demain matin, subitement, dans l'entreprise, on changerait de culture. Donc faisons en sorte que demain matin, dans les entreprises, il y a une volonté d'aller vers cette qualité de vie au travail. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, le constat qu'on fait, c'est qu'on ne va pas dans ce sens-là. Alors peut-être parce que, comme le disait le représentant des employeurs tout à l'heure, les petites entreprises, y compris dans les grosses entreprises, il y a des obligations aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme n'est plus au centre du débat, c'est la rentabilité à tout va, et donc une telle pression que toutes ces choses-là, ça passe à la trappe. Mais il y a aujourd'hui des entreprises où ça fonctionne, donc c'est bien la preuve qu'on peut y arriver. Et pour nous, c'est d'abord cette culture d'entreprise qu'il faut arriver à faire évoluer. Et c'est pas en cochant sur du papier ce qu'on a déjà fait de nombreuses fois depuis de nombreuses années et qui n'aboutit à pas grand-chose. Christine Joly, est-ce qu'effectivement les entreprises n'ont pas besoin d'être accompagnées dans cette démarche qualité de vie au travail, dans cette démarche de l'aide sociale? Et est-ce que la RAC, justement, n'est peut-être pas suffisamment utilisée par certaines entreprises, quelquefois? Bien, je dirais après, ça dépend aussi des réseaux d'entreprises, dans lesquels il y a des petites entreprises qui sont reliées à des réseaux, il y en a d'autres pas du tout. C'est sûr que ceux qui sont totalement indépendants sont quand même bien souvent seuls. Dans une TPE, PME, enfin dans une TPE principalement, il n'y a quand même pas de DRH, il n'y a pas de directeur financier, il n'y a pas tout ça. C'est ça aussi que les entreprises au sein de la CGPME ont peur aussi dans le dialogue social. C'est que quelque part, elles ne sont pas non plus entourées totalement et complètement parce qu'elles n'ont pas les moyens. Par contre, elles emploient quand même du monde. Et c'est sûr qu'après, un accompagnement sur les conditions de vie au travail, oui, ça c'est clair que les petites entreprises en ont fortement besoin. Fabrice, un petit mot sur cette place qu'a consolidé, qu'a développé la RAC peut-être? Bien sûr, mais comme ça vient d'être dit par Jérôme Dupont, on parle de régionalisation. La RAC existera toujours. Elle a été confortée aussi au niveau des financeurs. Après, j'allais dire, la RAC, c'est une goutte d'eau dans l'océan.
ils sont pas assez nombreux pour s'occuper de tout ce qu'il y a à faire. Hein. Par contre, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire ce qui ne va pas dans les entreprises, mais par contre, quand ça va dans les entreprises, on n'en parle pas. Bon, aujourd'hui, on est là, on a vu ce qui a été fait. On voit apparemment, d'après les témoignages des personnes de la régie rurale, que les salariés se sentent bien. Il y a eu des améliorations de conditions de travail. Moi, je pense que dans la majorité des entreprises, ça se passe bien. Mais c'est vrai, on aurait tendance à gonfler le chiffre des entreprises où ça ne va pas, où il y a vraiment des problèmes sociaux, des problèmes de comportement. Hein. Avant la table ronde, j'étais en train de dire tout bien que je pensais de Luc Moreau, le président de la CGPME. J'espère qu'on ne vous a pas trop embêté, madame. Non, mes collègues ne sont pas gentils des fois, mais bon, aujourd'hui, je vous assure, je pense que c'est derrière le repas, ils sont un petit peu assagis. Pas endormis, mais assagis, hein, parce que d'habitude, ça chauffe un peu plus. Hein. Mais bon, vous avez vu, je me suis mis à côté de vous pour ne pas vous laisser toute seule, mais je me sens seul aussi. Non, mais plus sérieusement, je vous dis, la RACT a toute sa place aussi dans ce qui peut être mis en place pour aider les entreprises. Hein. Pour terminer, je voudrais vous donner des chiffres que j'ai été vérifiés. Il y a un chiffre qui me semble logique, l'autre, je l'ai vérifié, je l'ai vu 2 fois, mais enfin, c'est beaucoup. Quand on voit tous les risques psychosociaux, donc ça met pour moi la qualité de vie au travail, hein, en France, on arrive à 2 à 3 milliards d'euros. Quand on compte le chiffre, vous savez combien le chiffre en France, le coût du stress dans les arrêts de maladie, la santé, la perte de productivité. Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre? J'ai été vérifié, je vous le donne quand même, mais je l'ai vérifié 2 fois. Je vais mentionner, ça me semble beaucoup, pourtant c'est une étude sérieuse. Ça coûterait 60 milliards d'euros à la France. Mais tout, hein, arrêt, productivité, tout ça, vous vous rendez compte? 60 milliards d'euros. Et par contre, le stress au travail coûte quand même 3 milliards d'euros. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Mais donc, au niveau de la RACT, c'est vrai, oui, là, Jean-Pierre Joly, je ne le vois pas, mais il ne peut pas faire tout non plus. Hein. Il y a aussi, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui pourraient passer par les prestations de la RACT. Merci. Frédéric, un petit mot par rapport... Un complément... Merci. C'était juste pour ajouter un petit complément. Effectivement, ce matin avait été présenté un certain nombre d'actions qui ont été menées par l'équipe et Jean-Pierre et l'équipe sur des petites structures où la clé de voûte pour travailler de qualité au travail et d'impact, c'est le travail paritaire. Ce qu'il faut rajouter, c'est que ce matin, effectivement, il y avait les représentants employeurs, conseil d'administration, les salariés. Sur la qualité de vie au travail, il ne faut pas oublier que même si on est des petites structures, on est en capacité d'être sur le côté expérimental. Et par exemple, au niveau de la fonction publique hospitalière, on a initié depuis peu un cluster qualité de vie au travail. Donc on peut, et on se tient à la disposition des partenaires sociaux pour également voir de quelle manière on peut accompagner des expérimentations au profit des entreprises et en particulier des plus petites sur cette question de la qualité de vie au travail. Il y a une question d'Aude, juste à côté de Fabien Grandao. C'est pas tout à fait une question. Je suis administrateur de la RACT, mais aussi membre de la CGPME, donc je vais ajouter juste une petite chose. Il faut quand même se rappeler que ce matin, malheureusement, il n'a pas pu venir, mais Nicolas Dubois, qui devait venir présenter son projet, qui était formidable et qui a travaillé avec la RACT, est quand même président Ardennes de la CGPME. Donc il y a des entreprises qui dialoguent sans avoir besoin d'intervenants extérieurs et la démarche est là. Il existe à la CGPME des formations, des journées qui parlent des risques psychosociaux, du dialogue social, etc. Ça n'est pas parce qu'on est contre un accord ou une loi qu'on est contre le dialogue social. Et ça n'est pas du tout ce que Christine a dit. Elle a parlé d'intervenants extérieurs et pas de dialogue social. Merci pour cette précision qui va droit au cœur de Daniel Georges. Oui. Non, disons que nous sommes camarades de... vous m'avez devancé là, mais c'est pas grave. Camarade, il faut la faire courte. Je voulais simplement rebondir sur la RAC. Je crois que si la RAC a toute sa place, c'est justement dans des territoires comme les nôtres, avec des petites entreprises qui n'ont pas de moyens bien disponibles en termes d'ingénierie, enfin j'appelle ça comme ça. Ah, vous avez raison de rappeler, il n'y a pas de DRH, il n'y a pas de... Bon. Donc c'est clair que dans des territoires comme les nôtres, la RAC a toute sa place, plus que sa place.
Après, reste le problème de savoir comment on fait passer l'information. C'est compliqué. Même nous, les organisations syndicales, on a beaucoup de mal à faire connaître cette institution, leur capacité à venir dans les entreprises travailler et aider. Mais oui, si elle doit exister, je pense que c'est surtout dans des petites entreprises, parce que dans les grandes entreprises, il y a quand même des moyens autres à disposition, au-delà des services des RH, qui peuvent mobiliser avec les moyens qu'ils ont des cabinets d'ingénierie qui viennent travailler sur place, alors que dans les petites entreprises, c'est pas le cas. Et effectivement, dans ce cas-là, la RAC, un camarade, a toute sa place pour le dialogue social. Vous voyez où on en est. Oui, donc je me présente, Pascal Latuada, je suis secrétaire général de l'Union départementale CGT des Ardennes. Donc effectivement, la CGT n'était pas présente en tribune, non pas qu'on a fui le débat, mais bon, j'avais participé les dernières au débat, donc cette année, je m'étais dit la place aux autres. Donc moi, de ces échanges, je retiendrai effectivement deux choses. C'est qu'effectivement, ce qui est dommageable, c'est qu'entre organisations syndicales, nous ne sommes pas arrivés à un point d'accord. Après, chacun saura pourquoi et quels sont les parcours et les revendications des uns et des autres. Après, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait il n'y a pas de terroristes chez les syndicalistes, hein, il n'y a pas à avoir peur. Si on prenait le dialogue social, c'est effectivement, plus on donnera la parole aux salariés, plus on écoutera les salariés. C'est dit plusieurs fois dans la journée, ce sont bien les salariés, un, qui créent les richesses, mais ça c'est le but de la CGT, et deux, c'est bien eux qui sont au cœur de l'unité. Ils ont tout intérêt à garder et à développer leur entreprise. Donc, plus on leur donnera la parole, et ça c'est aussi une revendication de la CGT, plus on leur donnera la parole, plus on les écoutera, plus effectivement ils seront partenaires sociaux. Donc effectivement, je ne pense pas qu'il y ait à craindre qu'effectivement on a toujours brûlé des pneus pour les entreprises. Effectivement, on a parlé aussi de l'avenir des prud'hommes, enfin toutes ces lois, bon, on peut compter sur Valls pour nous faire un 49.3 quand ça n'ira pas, mais je pense que plus on saura nous écouter et plus on pourra avancer sereinement et qu'on a tous intérêt à avoir un travail, à développer l'économie de notre pays. Hein, donc voilà, voilà, encore une fois, bon, j'aurais pu être à côté de mes camarades, mais voilà, je pensais qu'il était utile que aussi, la place d'observateur, c'est pas mal aussi, d'entendre ce que disent nos partenaires et mes camarades. Voilà, merci. C'est la première fois qu'on utilise cette salle dans laquelle la Comcom a investi et que cette soit utilisée pour un débat qui a marié la rencontre des acteurs économiques sur un territoire, mais aussi des acteurs culturels. Et je pense qu'on est dans l'illustration complète de ce qu'on essaie de faire entre d'ailleurs une communauté de communes et des politiques régionales, j'y reviendrai, pour créer de la dynamique et de la dynamique économique sur un territoire. Donc je voulais saluer ça. Et je suis évidemment particulièrement heureuse de représenter Jean-Paul Bachy pour conclure ce temps de débat à deux titres. Pour le lieu, je viens de le dire, parce que la région y a contribué, mais aussi parce que ce que ça représente justement en termes de dialogue. Alors là, aujourd'hui, on a parlé de dialogue social au sein de l'entreprise, mais je pense que la manifestation d'aujourd'hui illustre aussi d'autres formes de dialogue au niveau du territoire et de rencontre entre les acteurs, des acteurs économiques, des acteurs culturels, le monde de l'insertion. Donc il y a un symbole que je voulais souligner. Évidemment, du point de vue de la région qui a la compétence économique, j'y reviendrai, le fait de prendre du temps pour discuter de la question des conditions de travail, c'est vraiment important. Et on se félicite que ça ait pu se faire là. Parce que, alors, je vais essayer de dire en quelques mots ce que, du point de vue d'une élue régionale, on peut retenir de ce que j'ai entendu dans tout ce qui s'est dit et comment nous, ça nous interroge sur les politiques régionales qu'on peut conduire au titre de différentes compétences qu'on a. Et je dis bien au titre de différentes compétences parce qu'on a à la fois une partie de compétences sur le développement économique, mais aussi sur la formation, et notamment la formation des demandeurs d'emploi, mais aussi sur l'aménagement du territoire ou même sur la mobilité. Et tout ça, je pense, quand même, quelque part, interpelle, enfin, tout ce qui a été dit aujourd'hui interpelle ces différentes politiques régionales à divers titres. Mais ce que je veux souligner par là, c'est que ça amène des interrogations globales, et c'est ça que je vais essayer en quelques mots, d'expliquer comment nous, ça nous interroge et comment la région essaie aussi d'accompagner cette dynamique d'amélioration des conditions de travail et de dialogue social qui nous semble salutaire. Avant ça, et avant de revenir sur quelques exemples concrets de comment la région réfléchit sur ces questions,
Ce que je voudrais, c'est, par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui, revenir sur un peu le contexte global. Et ça a été dit un petit peu ce matin par le représentant de l'ANACT, mais je pense que si on reparle beaucoup aujourd'hui de conditions de travail, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un enjeu économique et que ça améliore la performance économique. C'est pas que ça, c'est aussi parce qu'il y a eu des grandes crises économiques importantes au niveau de la santé. Je pense à la crise de l'amiante, à des crises phytosanitaires, des vagues de suicide. Enfin, c'est ça aussi. Et ce qui me semble qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on est quand même dans pas dans une crise économique, dans une période de mutation économique qui est quand même d'une violence extrêmement importante et rare. Et que y a un éclatement, je crois, des repères qu'on a sur le travail lui-même. Et c'est un peu occulté par le débat sur l'emploi. Ça a été évoqué ce matin, mais effectivement, on est un peu, et c'est bien légitime, aveuglé par la question de l'emploi et de la quantité de l'emploi et du taux de chômage, qui est très important. Et du coup, la focalisation des politiques publiques a tendance à d'abord être, jusqu'à cette loi sur le dialogue social, mais sur comment on crée de l'emploi. Et c'est un peu au détriment de c'est quoi le travail aujourd'hui, et bien sûr derrière c'est quoi les conditions de travail. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est quand même dans une période, je le redis, de changement profond des conditions de travail. On est dans une période de mutation économique, ça a été évoqué avec l'exemple de La Poste ce matin par exemple, le numérique, et je pense qu'on en est qu'au début, change complètement la façon et les repères qu'on a sur ce que c'est un poste de travail aujourd'hui, sur ce qu'est la mobilité au travail, sur les conditions de travail. Vous l'avez illustré, monsieur, avec l'activité des facteurs, mais c'est vrai, on le voit aujourd'hui avec tous les débats qu'il y a sur Airbnb, Uber, etc. Enfin, donc, voilà. Et, alors je le dis parce que, et j'ai insisté aussi tout à l'heure sur la question de l'aménagement du territoire, parce que ça interroge aussi ce que ça veut dire pour des territoires qui sont souvent un peu oubliés de la marche du monde et de la mondialisation, comme peut le vivre un territoire comme celui-là. Donc, il y a à la fois, alors j'ai cité l'impact du numérique, mais il y a aussi, j'évoque la question de la mondialisation, enfin, on est dans des changements de repères fondamentaux sur ce qu'est le poste de travail. Et alors évidemment, et je pense que c'est ce qu'on entendait dans le débat qui vient d'avoir lieu sous nos yeux, on est dans des grands paradoxes et dans des grandes interrogations et dans des pertes de repères parce que devant l'intensité de ce monde qui bouge, il y a à la fois un réflexe bien légitime et normal de protection des conditions de travail, à un moment où on doit aussi faire évoluer les règles du travail, mais on ne peut pas dire qu'on fait évoluer les règles du travail que par plus de libéralisation, de flexibilité. Ça ne peut pas être la réponse. En fait, l'enjeu, c'est de reconstruire des relations au travail et des conditions de travail. Et on voit bien que ce n'est pas simple parce qu'on est vers un monde nouveau qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas tous les repères. Je pense que c'est vraiment ça le contexte et c'est ça qui interroge aussi les règles du droit du travail où on hésite entre comment on fait bouger les choses mais comment on continue de protéger l'individu. Et quand on est au milieu du guet, comme toute période de transition, le passage de l'autre côté est un peu difficile. Donc, du point de vue de l'élu régional que je suis, c'est notre travail en termes d'élus, c'est d'essayer d'accompagner cette mutation. C'est de protéger évidemment les salariés, de protéger l'emploi, c'est-à-dire de protéger, de développer la quantité d'emploi, mais de protéger aussi le salarié dans ses conditions de travail et d'accompagner, d'anticiper sur cette transition. Donc je pense qu'il y a à la fois un enjeu au niveau du travail et il y a un enjeu au niveau de l'emploi. Je vais commencer par l'enjeu au niveau du travail, parce que, je l'ai dit, des fois on a tendance, surtout quand on est en région et qu'on a la compétence de développement économique, de voir que la question quantité de l'emploi. Ce que je crois qui était bien au cœur des débats aujourd'hui et qui est quand même quelque chose d'important, c'est l'approche globale de l'individu. Et qui est de plus en plus vrai, et qui est sans doute ramené, qui est réinterrogé, notamment là encore avec la question du numérique, où sont les frontières du travail, les frontières de la vie personnelle. C'est tout ça aussi qui est bousculé. Et je trouve vraiment important d'avoir ça en tête aussi, d'avoir l'approche globale de l'individu quand on pense aux conditions de travail. Quand on est en charge en région, qu'on pense par exemple les questions de formation, c'est important d'avoir ça en tête, d'avoir cette logique de protection entre les différentes sphères, mais d'avoir aussi en tête qu'un salarié, c'est quelqu'un qui vit sur un territoire. Et par exemple, ça fait écho avec les questions qu'on peut se poser en termes de mobilité, d'accompagnement. On a en charge le transport ferroviaire et les TER. Quand on pratique une politique de prix, c'est des choses... Enfin, je veux dire, les conditions d'évolution de la mobilité de travail, ça fait partie des conditions de travail et c'est des choses qui doivent aussi nous interroger. Il y a quelque chose d'autre qui est réévoqué, qui est intéressant, et c'est un peu le sens de la question que j'ai posée ce matin. C'est qu'on redécouvre peut-être la question du geste au travail et vraiment de la situation de travail propre et du coup de l'autonomie dans le travail.
Parce que l'industrialisation et le taylorisme a quand même appauvri la situation de travail. Et se reposer des questions autour de la condition de travail, c'est quand même aussi se reposer des questions de l'autonomie, de la prise de décision de chaque salarié et de ce qu'on réinterroge. Ce qu'on a vu ce matin à travers l'exemple de la régie rurale, par exemple, où on était très centré sur comme l'organisation du poste de travail. Moi, je me dis, je fais l'hypothèse, je ne sais pas, c'est peut-être pas encore à cette étape-là, mais qu'il y a un lien aussi entre comment on pense les conditions de travail, l'exercice du poste de travail, et vous l'avez dit, et la qualité du produit qu'on livre, et le sens qu'on donne à son travail, et le fait qu'on est dans une logique de circuit court, et qu'on raccourcit le lien entre la production et le consommateur, parce qu'on les croise aussi, les gens qu'on approvisionne sur le territoire. Donc il y a aussi cette approche quand même globale du geste. Et là aussi, quand on est en charge de financer les politiques de formation aux demandeurs d'emploi, et on va avoir la semaine prochaine, je crois, une réunion en région sur aussi le financement des travailleurs en insertion, c'est des choses comme ça qui sont interrogées. Je veux dire, on ne peut pas penser la question de la formation que comme on met les gens dans une salle et on les forme. Enfin, toutes les questions de formation en situation de travail doivent être réinterrogées. C'est ça aussi qui sont interpellés par vos discussions sur les conditions de travail. Donc c'est une nouvelle façon, ce que j'essaie d'illustrer, je ne vais être pas trop longue, mais ce qui doit nous interroger, nous, dans les politiques publiques qu'on mène, c'est comment on aborde différemment les choses au vu de ces questions, au vu de ces questions-là, et comment on aborde un peu différemment la place du travail aujourd'hui dans la vie des gens, dans ce que ça impacte sur leur vécu, sur le territoire, et dans leur quotidien également. C'est aussi toute l'interrogation qui a un peu été peut-être, qui est presque un peu tabou dans notre société, mais qui est au cœur de la question des conditions de travail, c'est la place du corps et la relation du corps au travail, qui est aujourd'hui un peu quelque chose qu'on aborde moins, alors qu'on sait que les TMS, c'est une réalité. Enfin, il y a tous ces questionnements-là qui ne doivent pas être oubliés quand même. Voilà. Alors, deuxième enjeu aussi, dans toutes les discussions que vous avez eues et qui interrogent la région, c'est évidemment l'enjeu emploi, c'est-à-dire la question de la quantité de travail et de comment on crée de l'emploi et comment on connecte la question de la quantité de travail créée, mais aussi des conditions de travail. Et on essaie de le prendre en compte de plus en plus. Je ne dis pas du tout qu'on y parvient parfaitement. Enfin, je vais citer quand même quelques exemples. La région a lancé pour la deuxième année consécutive un appel à projet sur les usines du futur, et l'innovation dans les entreprises. Une des conditions qu'on met dans cet appel à projet, c'est la question des conditions de travail. Donc je pense aussi qu'il faut profondément ancrer dans la société l'idée que l'investissement, c'est pas que l'investissement technologique, mais c'est aussi toute la question de l'investissement social, et que ça a été largement dit, que la productivité dépend aussi des postures et des conditions de travail. Mais ça ne doit pas être qu'un à côté, pris en charge par l'ARACT, et c'est du très bon travail, et heureusement que vous êtes là pour que ces discussions doivent avoir lieu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces questions-là doivent rentrer plus en amont dans la façon dont on pense les politiques publiques, même au niveau de l'innovation et de l'investissement et de l'accompagnement économique qu'on fait. On peut pas juste cloisonner les choses, et dire on finance l'investissement ou l'accompagnement économique d'une entreprise que si elle crée tant d'emplois. Je pense qu'on a un rôle, une responsabilité en termes de politique publique de favoriser l'interrogation qu'il y a au sein des entreprises sur les conditions de travail, l'accompagnement sur des nouveaux postes de travail, parce que, comme je l'ai dit, on est en pleine mutation. Et dernière chose, c'est que toutes ces questions-là, elles ont un impact sur les territoires. Les entreprises ne sont pas en apesanteur sur les territoires, et la question des dynamiques territoriales est vraiment importante. Et on a parlé aujourd'hui beaucoup de la question du dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle étape à franchir, qui est la question du dialogue social entre acteurs économiques et en dehors de l'entreprise. L'État et la région accompagnent ça à travers les opérations de gestion territoriale des emplois et des compétences, où elles invitent à ce que les partenaires sociaux, salariés ou patronaux soient représentés. C'est fondamental, parce que je pense quand même, peut-être parce qu'on est sur un territoire rural isolé, mais c'est vrai aussi dans les quartiers défavorisés, l'économie de proximité dépend aussi, et c'est quand même très important en Champagne-Ardenne, et ça sera encore plus important demain dans la grande région, des conditions qu'un territoire est capable d'offrir au milieu économique, aux entreprises et aux salariés de ces entreprises. C'est un tout. On ne peut pas déconnecter les choses. Il n'y a pas d'un côté le monde économique et de l'autre côté ce qui est autour du monde économique. C'est des choses qui doivent s'aborder ensemble. Et je pense qu'il doit se faire aussi à ce niveau-là. Et je pense que, de ce point de vue-là, dans notre pays, on a progressé sur la question de ce que j'appelle un peu la démocratie économique, où les choses sont très cloisonnées, et on n'a pas forcément l'habitude facile
de ce dialogue entre, par exemple, le monde politique et le monde économique, ou entre le monde associatif et le monde économique. C'est des choses qui ne sont pas très fluides, qui sont moins fluides que dans d'autres pays européens, et je pense que c'est important d'avoir ces perspectives-là aussi. Voilà, en quelques mots, les interrogations, les réflexions que tous les propos entendus aujourd'hui m'amènent à avoir en termes d'élu régional. Mais en tout cas, je vous remercie sincèrement pour la qualité du dialogue qu'il y a eu, la richesse des réflexions et l'organisation sur ce lieu qui pour moi est très emblématique de ce qu'on peut faire sur un territoire. Je vous remercie.